Merci pour la musique. On va poursuivre cette deuxième partie aussi passionnante que la première. Et on est ravis d'inviter Jean-Michel Aupert, chef de service de nutrition dans ce beau bâtiment, pour nous parler d'une nouvelle définition de l'obésité et peut-être des changements de prise en charge en fonction de cette nouvelle définition. Merci Jean-Michel. Merci Sophie, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, merci de me donner l'opportunité de discuter avec vous les définitions de l'obésité. Donc ça vous paraît peut-être quelque chose d'assez évident, mais en fait c'est un sujet assez discuté et c'est en fait un sujet d'actualité. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêts et je ne souhaite pas en avoir. En ce qui concerne l'obésité, quelques données, quelques réflexions. Donc, d'abord, l'obésité, aujourd'hui, c'est quoi? C'est 1 milliard de personnes dans le monde, 9 millions en France, 17% de la population adulte. Le plus préoccupant, c'est l'augmentation du gradient social de l'obésité, qui a doublé au cours des 20 dernières années. Alors, le fardeau des complications de l'obésité, c'est ce qui en fait un sujet médical. Ça peut être un sujet social ou sociologique, mais c'est un sujet médical, avec une réduction des années de vie, donc de la quantité, bien sûr, mais aussi de la qualité de vie qui est bien documentée. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est d'avoir accès à des médicaments. Donc, ce n'est pas seulement la disponibilité, mais c'est que ces médicaments existent. Et comme vous savez, ils ont des effets assez conséquents et a priori pas de signal pour des effets secondaires majeurs. En parallèle de la disponibilité des médicaments, il faut savoir qu'il y a une diminution de la chirurgie bariatrique aujourd'hui. Donc ça se voit dans le monde en général. Aux États-Unis en particulier, où il y a le plus de chirurgie bariatrique, mais ça se voit aussi en France. Et puis, il y a un point qui est particulier, en tout cas pour la France, c'est une meilleure organisation des soins en termes de prise en charge de l'obésité, en particulier grâce à l'organisation mise en place par les centres spécialisés obésité. Alors, il y a un certain nombre de questions, et surtout en rapport avec notre sujet sur la définition de l'obésité, il y a le fait que l'obésité n'est pas vraiment reconnue comme une maladie chronique aujourd'hui, en tout cas au sens d'une ALD pour certains cas d'obésité. Donc tout le monde parle de l'obésité maladie, mais en fait, elle n'est pas vraiment reconnue comme une maladie. Il y a bien sûr des problèmes de stigmatisation qui sont absolument majeurs, qui concernent aussi les professionnels de santé. Et d'ailleurs, ici, à la fac, à Sorbonne Université, il y a des cours dans le module Relations de soins qui s'occupent de la stigmatisation des personnes en situation d'obésité. On peut rappeler aussi qu'il n'existe aucun pays dans le monde où la prévalence de l'obésité a diminué, en tout cas chez l'adulte. Donc, c'est un peu préoccupant. En parallèle, avec un certain nombre d'actions de prévention. Donc, il y a une autre préoccupation, bien sûr, c'est actuellement le non-remboursement de ces médicaments qui existent, qui sont efficaces, mais qui ne sont pas remboursés. Ici, on est entre nous, donc on peut dire qu'il n'y a pas assez de professionnels pour s'occuper des patients en situation d'obésité. Donc, bien sûr, on est content d'avoir le DES-EDN avec le N, mais c'est quand même tout à fait insuffisant pour s'occuper de cette population de patients. Et puis, les actions de prévention. Donc, la prévention, on en parle vraiment beaucoup. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais on agit quand même beaucoup moins qu'on en parle. Et donc, il y a une certaine pauvreté, je pense, des actions de prévention vis-à-vis des maladies non transmissibles en général. Et donc, on peut qualifier l'action publique dans ce domaine de relativement timide. Je suis un garçon poli, quand même. Donc voilà. Donc la question, c'est en rapport en particulier avec cette histoire de maladie. Est-ce que l'obésité est une maladie? C'est comment mieux définir l'obésité. Et donc c'est très important de bien nommer ce dont on s'occupe. Et donc moi, je vais vous parler de 3 définitions ou 4 définitions en particulier. La définition de l'OMS qui a été établie dans les années 2000, qui est celle avec laquelle on travaille tous les jours, peut-être sans s'en rendre compte, mais c'est celle qui a été établie par l'OMS. Une définition très récente qui a été proposée par des experts et publiée dans Lancet en 2025. Une autre définition qui a été publiée par d'autres experts en 2024. Je fais une petite erreur sur la diapo.
Et puis, je voudrais mentionner, parce que c'est très important, le sujet de l'obésité sarcopénique, donc qui, elle aussi, a fait l'objet d'une définition en 2022. Alors, le contexte dans lequel ça se présente, c'est celui de l'obésité maladie. Et donc, ça découle d'un document très important qui a été publié par l'OMS autour des années 2000, où il a été dit pour la première fois que l'obésité était une sorte d'épidémie de maladies non transmissibles et que l'obésité était une maladie. Et il y a une définition qui a été proposée, qui est que l'obésité est une augmentation de la masse grasse. On ne voit pas très bien ici, mais c'est habilement mis en jaune, l'augmentation de la masse grasse. Premier élément de la définition. Et deuxième élément de la définition, qui a des conséquences néfastes sur la santé. Voilà, c'est ça la définition de l'OMS. Et puis l'OMS, bien sûr, insistait sur le fait que les déterminants sont multiples, déterminants environnementaux, socio-économiques, comportementaux, biologiques, pour entraîner un bilan d'énergie positif qui aboutit à l'augmentation de la masse grasse. Et donc, l'IMC, c'est notre indicateur, bien sûr, que tout le monde connaît. Pourquoi on utilise l'IMC? Parce que l'IMC répond parfaitement à cette définition. D'une part, l'IMC est très fortement corrélé à la masse graisseuse, au moins au niveau des groupes. Et deuxièmement, l'IMC, comme vous le savez, est lié à la santé. Et donc ça, c'est la courbe que tout le monde connaît, entre la mortalité et l'IMC. Et donc ici, vous avez l'IMC en abscisse et la mortalité en ordonnée, ajustée pour un certain nombre standardisé. Et donc cette courbe est très connue, mais très importante, parce qu'effectivement, il y a une zone de moindre mortalité entre 18,5 et 25, une augmentation du risque au-dessus de 30, une augmentation plus importante au-dessus de 40. Et c'est bien de cette courbe que viennent les seuils qu'on utilise tous les jours, qui sont la classification du statut pondéral, publié par l'OMS en 2000, avec le statut de poids dit normal entre 18,5 et 25, le surpoids, l'obésité au-dessus de 30 avec les différents grades. Aujourd'hui, on dit grade 1, grade 2, grade 3. Tout à l'heure, on a parlé d'une obésité de grade 2 à 39,6. C'était quand même un peu limite vers le grade 3. Donc ça, c'est ce qu'on utilise. Donc j'insiste sur le fait que c'est les mêmes seuils chez les hommes et chez les femmes. Bon, ça pose déjà des questions. Et puis, c'est surtout pour les populations caucasiennes. Donc, bien sûr, cette classification, on le dit toujours, elle a beaucoup de limites, puisque l'IMC, effectivement, ne va pas bien rendre compte de la composition corporelle au niveau individuel. On va avoir une sur- ou une sous-estimation. L'IMC ne donne pas d'informations sur la répartition du tissu adipeux, plutôt à la partie supérieure ou à la partie inférieure du corps, ne prend pas en compte les variations en fonction de l'âge, parce que là on parle des adultes, ou en fonction du sexe, c'est les mêmes valeurs pour les hommes et pour les femmes, et ça ne donne pas d'informations sur les pathologies associées. Donc en fait, ce qu'on essaie de mieux prendre en compte, c'est cette séquence qui va des causes, des facteurs causaux de la prise de poids, jusqu'aux conséquences. Et donc, il y a tout un cheminement physiologique, physiopathologique, qui va des causes alors, environnementales, comportementales, biologiques, aux modifications du comportement alimentaire, aux modifications du tissu adipeux, aux modifications de la physiologie, de la biologie du tissu adipeux, en particulier l'inflammation, la fibrose, qui va donc altérer la physiologie du tissu adipeux, puis devenir une maladie systémique, altérer la physiologie et le fonctionnement des organes cibles, et donc aboutir à une maladie systémique avec des signes et des symptômes d'altération d'organes cibles et aussi des altérations de la vie quotidienne. Et donc c'est cette séquence qu'a essayé de prendre en compte la nouvelle définition de l'obésité, qui a été proposée donc par une commission du Lancet. Donc l'article qui a été publié dans le Lancet. Cette commission a été présidée par un collègue chirurgien, le professeur Rubino, donc qui travaille à King's College, avec de très nombreux experts et aussi des représentants des patients.
Donc, parmi les experts français, il y avait Karine Clément, Martine Laville de Lyon et François Patou de Lille. Et donc, ce groupe a suivi la méthodologie Delphi avec des itérations de questions et un accord sur un certain nombre d'affirmations. Donc, cet article, si ce sujet vous intéresse, je vous invite à le lire. Mais il faut prendre un petit peu de temps parce qu'il y a 42 pages quand même. 42 pages, sans les annexes, qui sont encore plus intéressantes que l'article lui-même. Donc, ce que propose cet article, c'est d'abord plusieurs étapes. La première étape, confirmer l'excès de masse grasse. Donc, ce qui est proposé dans cet article, c'est d'utiliser l'IMC pour le dépistage, avec les seuils qu'on connaît. Mais d'utiliser aussi d'autres mesures de l'adiposité, qui sont le tour de taille, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le tour de taille, avec les seuils de 102 et 88, donc chez les hommes et chez les femmes, c'est les seuils du syndrome métabolique, ou le rapport taille sur hanche, ça c'est un vieux truc quand même, le rapport taille sur hanche, avec une valeur de 0,90 pour les hommes, 0,85 pour les femmes, ou un nouvel indicateur qui suscite beaucoup d'intérêt et d'attention, qui est le rapport entre la circonférence de la taille et la taille. Donc ne pas confondre le tour de taille et la taille. Donc c'est la circonférence de la taille sur la hauteur. Et donc le seuil qui est retenu, on y reviendra un peu, c'est 0,50. Et donc ce que proposent les auteurs de cet article, c'est que l'IMC, c'est pour le dépistage, et qu'il faut qu'on ait, en plus d'un IMC élevé, au moins un de ces indicateurs supérieurs à ces seuils, ou deux indicateurs ici supérieurs au seuil, quel que soit l'IMC, ou une mesure précise, directe, de la masse graisseuse, comme par exemple avec l'ADEXA. Et les seuils qui sont proposés, c'est au-dessus de 25% de masse graisseuse, 25% du poids du corps sous forme de masse graisseuse pour les hommes, ou 30% pour les femmes. Voilà, donc c'est confirmer l'excès de masse grasse avec ces indicateurs. Après, on discutera, est-ce que c'est pertinent ou est-ce que c'est faisable surtout. Et ensuite, une fois qu'on a confirmé qu'il y avait un excès de masse graisseuse, on recherche par les antécédents, l'examen clinique et certains examens complémentaires s'il y a une altération des fonctions ou surtout des organes cibles. En s'intéressant à l'ensemble des complications de l'obésité, donc là on ne va pas refaire les complications de l'obésité, mais ça c'est un très joli schéma pour ceux qui font de l'enseignement. Et alors il y a plusieurs façons de classer les complications de l'obésité. On peut les classer par organe, on peut les classer par fonction, on peut les classer par sévérité. Là en fait c'est classé du haut vers le bas. Donc vous avez toutes les atteintes respiratoires, cardiovasculaires, urinaires, musculo-squelettiques, le système nerveux central, l'hypertension intracrânienne, les atteintes métaboliques. Les atteintes métaboliques, ici, elles sont sous forme du cluster hyperglycémie, hypertriglycéridémie, hypo-HDLémie. Donc on est un peu dans l'esprit syndrome métabolique. Mais on ne parle pas du diabète. Et puis les autres complications rénales, reproductives, on en a parlé tout à l'heure. Et ici, la limitation des activités quotidiennes. Limitation des activités quotidiennes, ça veut dire limitation de la mobilité et limitation des activités de la vie de tous les jours au sens de la gériatrie, en fait, c'est-à-dire être capable de marcher, manger, se laver, etc. Mais il n'y a pas plus d'informations là-dessus. Donc en fait, on cherche s'il y a des complications. S'il n'y a pas de complications et qu'il y a une augmentation de la masse graisseuse, on parle de l'obésité préclinique. Et s'il y a des complications avec une augmentation de la masse graisseuse, on parle de l'obésité clinique. Voilà. C'est ça ce que propose cet article et qu'il faut savoir. Donc en fait, il y a deux cadres nosologiques qui sont proposés. Le premier, c'est l'excès de masse graisseuse avec l'absence d'atteinte des organes cibles, mais un risque d'atteinte potentielle sur la santé. C'est ça, l'obésité dite préclinique. Et puis une obésité clinique qui doit être considérée comme une maladie chronique liée à l'obésité,
avec une atteinte documentée des organes cibles. Voilà, c'est ça qui a été proposé. Et donc ça a des implications bien sûr sur la prise en charge, puisque la prise en charge qui est proposée dans cet article pour l'obésité préclinique, c'est de s'occuper des patients, mais surtout de les surveiller, parce qu'ils sont à risque de développer une pathologie. Et d'envisager une perte de poids, surtout si le risque est très élevé de développer une pathologie. Ce n'est pas très bien expliqué exactement comment. Par contre, effectivement, quand on a une obésité clinique, l'idée est de s'occuper d'abord du traitement des complications et pas de se focaliser uniquement sur la perte de poids. Donc là, effectivement, il y a une proposition qui est faite à la fois de mesurer l'excès de masse grasse avec différents indicateurs et puis de faire un cadre avec 2 catégories, précliniques et cliniques. Alors, si on réfléchit un peu, quels sont il y a beaucoup de choses à discuter là-dessus. Donc, les plus de cet article, effectivement, c'est que, bon, d'abord, c'est un sujet important, l'obésité, c'est un journal important, le Lancet, il y a beaucoup d'experts de renommée internationale, il y a une méthodologie participative, mais finalement, c'est surtout la façon dont ça a été fait, je trouve, qui est le plus. Alors après, il y a des aspects à discuter, c'est qu'effectivement, il y a très peu de mentions des aspects psychosociaux qui paraissent quand même assez importants dans le contexte de l'obésité. On parle en particulier très peu du retentissement psychologique et des TCA. On parle assez peu de l'obésité sarcopénique. Il y a une vraie discussion sur la façon dont le diabète est pris en compte. On parle surtout du cluster métabolique, en fait, dans cet article. Il y a un risque, d'après certains auteurs, parce qu'il y a des discussions sur cette définition, de minimisation en fait, de la situation dite préclinique, parce que si c'est juste pour surveiller les patients, ça pose vraiment des problèmes. Il y a forcément une question de cohérence avec les autres classifications. Et puis après, il y a plein de questions plus techniques sur les indicateurs anthropométriques. Donc il y a une autre définition qui a été proposée par un autre groupe, qui est en particulier lié à une société savante qui est la Société européenne d'obésité, la Société européenne d'études de l'obésité, EASO. Et donc là, c'est un autre groupe donc, qui a été dirigé par un autre collègue, qui s'appelle le professeur Bussetto, avec là aussi un grand nombre d'experts internationaux, mais pas tout à fait les mêmes que dans le premier groupe, des représentants des patients et de la même façon un processus Delphi avec des itérations. Et là, ils ont proposé quelque chose qui est quand même plus simple, qui me paraît plus en phase avec ce qu'on peut imaginer dans la pratique habituelle. Donc, il y a deux grands composants. Il y a un composant dit anthropométrique et un composant dit clinique. Donc, le composant anthropométrique, c'est pour définir l'accumulation de masse grasse. Donc, soit le seuil d'IMC supérieur à 30, ça nous convient, soit le seuil d'IMC supérieur à 25, mais avec ce rapport dont je vous ai parlé tout à l'heure, circonférence de la taille sur la hauteur supérieure à 0,5. Donc, ça fait à peu près 100 kg pour 1m75, 0,5. Ça veut dire votre taille doit être dans votre tour de taille ne doit pas être plus que la moitié de votre hauteur. C'est ça que ça veut dire. Donc en fait, là, il y a un critère assez simple sur l'IMC et le rapport du tour de taille sur la taille. Et puis, avec des complications, qu'elles soient cliniques, qu'elles soient fonctionnelles ou qu'elles soient psychologiques. Et donc ça, je trouve que c'est assez parlant, même s'ils ne rentrent pas beaucoup dans le détail de ce que sont ces complications. Mais une fois qu'on a fait ça, on essaye de classer l'obésité. Vous savez que le sujet des classifications de l'obésité, c'est un sujet très important. Et en fonction de cette classification, on discute les objectifs thérapeutiques. Donc, effectivement, classer l'obésité, c'est très important. Et ça, c'est pour rappeler une classification qui est assez connue dans le domaine, qui a été élaborée par des collègues au Canada, à Edmonton. Ça s'appelle le Edmonton Obesity Staging System. Et donc, sans rentrer dans les détails, qui a pour objectif, une fois que l'IMC est élevé, de prendre en compte le retentissement médical, les complications psychologiques et fonctionnelles
pour évaluer vraiment les phénotypes des patients. Donc, par exemple, ici, vous avez ce qu'on appelle le stade 2. Donc, c'est ce qu'on peut voir souvent en pratique courante. Un patient qui a une augmentation de l'adiposité avec une hypertension, un diabète, une apnée du sommeil. Quelques syndromes, des signes psychologiques ou des troubles du comportement alimentaire et une altération modérée de la vie quotidienne. Voilà, ça c'est stade 2. Et puis on peut avancer vers les stades. Donc cette classification, il a été montré dans des études épidémiologiques que prendre en compte les stades d'obésité de cette façon, c'était plus puissant, par exemple, en relation avec la mortalité que l'IMC tout seul. Et puis ça a du sens aussi au niveau clinique. Alors en France, on a une classification qui a été proposée dans les recommandations de l'HAS sur la prise en charge de l'obésité, donc qui prend en compte de nombreux autres facteurs. Ça correspond assez bien à la pratique. Donc l'IMC, les complications, le retentissement sur la qualité de vie, l'existence de troubles psychologiques, l'existence éventuelle d'une étiologie, les troubles du comportement alimentaire et la trajectoire pondérale. Et donc ça aboutit à une classification avec différents stades. Surtout, l'intérêt de cette classification, pour ceux qui ont fait ces recommandations de la HAS, dont Judith Aron, c'est d'aboutir à des niveaux de prise en charge qui correspondent à ces classifications. Donc, le niveau 1, c'est surtout le médecin généraliste. Le niveau 2, c'est le médecin spécialiste. Et le niveau 3, c'est le centre expert. Donc, cette classification, elle est assez intéressante, mais elle ne repose pas sur grand-chose. C'est-à-dire pas vraiment sur une analyse de la littérature et pas vraiment sur une élaboration et une évaluation en particulier. Mais c'est très important de pouvoir classer les patients. Donc je voulais mentionner un point très important qui est celui de l'obésité sarcopénique. C'est une troisième définition. Donc là encore, il y a un article très important qui est paru en 2022. Donc un groupe d'experts. Alors là, c'est un autre collègue italien, donc c'est le professeur Donini. Bon, si vous n'êtes pas italien dans ce domaine, c'est quand même plus compliqué, quoi. Donc, ils ont publié cet article très important sur l'obésité sarcopénique. Donc, je ne vais pas élaborer énormément sur le sujet, mais on pourra en reparler une autre fois. Je pense que c'est un très bon sujet pour ces journées. Juste pour dire que ce qui est proposé là, c'est d'abord du dépistage. Donc, l'obésité sarcopénique, c'est une accumulation de masse graisseuse et une diminution de masse musculaire et de fonction musculaire. Donc, ce qui est proposé, c'est de se baser sur l'IMC ou le tour de taille et ensuite d'évaluer la sarcopénie. Et donc, comme vous le savez peut-être, la sarcopénie, c'est à la fois la diminution de la masse musculaire, mais surtout la diminution de la fonction musculaire. Et donc, de mesurer, par exemple, la force de préhension musculaire. Il y a des seuils qui ont été publiés par la HAS. En dessous de 27 chez l'homme, kilos de force de préhension musculaire, en dessous de 15 chez la femme, ou de mesurer le lever de chaise avec des seuils spécifiques. Et donc, pour essayer de déterminer quels sont parmi les patients en situation d'obésité ceux qui sont sarcopéniques. Et donc ça, je pense que c'est un sujet très important parce que c'est une catégorie de patients qui est particulièrement à risque puisqu'ils vont cumuler les risques de l'obésité métabolique ou cardiométabolique, respiratoire, et les risques de la sarcopénie, c'est-à-dire la fragilité, les déficits immunitaires, les risques infectieux, les chutes, etc. Donc, et juste pour le mentionner, c'est très important à prendre dans différents contextes cliniques, cette obésité sarcopénique. Ici, c'est un article qu'on a fait avec le groupe de Vlad Radzu et avec Vitaria Zambon, qui est ici. Donc, dans notre corps de chirurgie bariatrique, donc ici, vous avez 972 sujets qui étaient inclus dans la cohorte de chirurgie bariatrique au fil des années, ce qui est assez conséquent, qui ont été classés en personnes qui avaient ou qui n'avaient pas une obésité sarcopénique. Alors, pas avec cette définition exactement, mais avec une autre. Donc, il y avait à peu près 20% des patients qui étaient en sarcopénie après la chirurgie. Il y a près de la moitié des patients en obésité sarcopénique qui ont une rémission de leur obésité sarcopénique. Donc, c'est un bénéfice de la chirurgie. Et parmi ceux qui n'étaient pas en sarcopénie, il y en a très, très peu, moins de 5%, qui sont devenus sarcopéniques après la chirurgie. Donc ça, c'est vraiment un sujet très important et c'est aussi une façon de définir l'obésité. La suivante.
Je sais pas comment on fait. Est-ce que vous... Ah voilà. Donc, alors, rapidement, pour quelques implications pratiques. Donc, en pratique, je fais quoi? Je pense que l'IMC, il ne faut pas le jeter à la poubelle. Ça, c'est très important. C'est très important, l'IMC. C'est très utile. Donc, il faut mesurer l'IMC. Il faut donc mesurer le poids sur une balance adaptée, comme celle-là, dans notre salle de consultation, qui va jusqu'à 300 kg. Et il faut mesurer les patients. C'est très important, la taille. Il y a une surestimation de la taille très fréquente. Bon, il y a une sous-estimation du poids en général et une surestimation de la taille. Surestimation de la taille, c'est surtout chez les hommes, quand même. Donc voilà. Ensuite, il faut mesurer le tour de taille. Ça n'a un intérêt de mesurer le tour de taille que si l'IMC est en dessous de 35. Parce qu'au-dessus de 35, il est toujours au-dessus des seuils dont on a parlé, 102 et 88. Et je vous rappelle que mesurer le tour de taille, c'est avec des repères osseux, peut-être pour les plus jeunes. Donc c'est sur la ligne médio-axillaire, à mi-distance entre le rebord costal inférieur et l'épine iliaque antéro-supérieur. Donc je pense que c'est quand même important, le tour de taille, ou en tout cas une évaluation de l'obésité abdominale. Et donc cet indicateur-là, il paraît quand même assez intéressant, hein, la circonférence de la taille sur la hauteur. Donc, garder son tour de taille moins que la moitié de sa hauteur. Donc, c'est 0,5 le seuil. Et puis, en fait, en pratique, moi, ce que je voudrais dire surtout, c'est que je pense que le plus important, c'est de regarder les patients. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, d'abord, je regarde mon patient. Je pense qu'avec l'inspection, on peut avoir une composition corporelle vraiment assez intéressante, et un examen de la composition corporelle assez intéressante. À l'inspection, je peux avoir des informations vraiment très importantes sur le statut en gras. Est-ce que la répartition de l'excès de poids est globale ou est-ce qu'elle est localisée? Est-ce qu'il y a une répartition préférentielle à la partie supérieure ou à la partie inférieure du corps? Ça, c'est les concepts un peu anciens d'obésité androïde et gynoïde. Et puis, si je regarde l'accumulation abdominale chez mon patient, je peux savoir si c'est préférentiellement de la graisse sous-cutanée, parce qu'il y aura un tablier abdominal qui peut aller très très loin parfois, ou alors c'est plutôt un ventre qui pousse en avant, on appelle le ventre en obusier, et ça, c'est caractéristique de l'excès de masse grasse viscérale. Et comme on sait, il y a une idéologie sur le fait que la masse grasse viscérale, c'est la graisse toxique au niveau cardio-métabolique. Donc simplement en regardant le patient, on peut savoir ça. Et puis on peut avoir aussi des informations sur le statut en muscle, parce qu'en fait, si on regarde le patient, on peut voir s'il y a une conservation de la masse musculaire ou s'il y a franchement une amyotrophie. Et ce phénotype, avec le ventre en avant et l'amyotrophie, c'est ce qui a été appelé il y a de nombreuses années par Jean Vague de Marseille. Il appelait ça ventre en obusier, jambes de poulet. Et ça, c'est un phénotype vraiment très délétère pour la santé. Et en fait, c'est ça l'obésité sarcopénique, avec une composante viscérale. Et puis, si je regarde mon patient, je peux avoir aussi des idées sur le statut en eau, les œdèmes, lipœdèmes ou lymphœdèmes. Donc ça coûte zéro, hein. Ça coûte juste le fait de regarder mon patient. Et donc, bien sûr, si j'ai du matériel, donc tout à l'heure, Dominique nous montrait son ticket. Donc, son ticket, c'était l'impédance. Donc, je peux mesurer la composition corporelle à 2 compartiments, masse grasse et masse maigre, avec l'impédance. Et si j'ai accès à la DEXA, je peux mesurer la composition corporelle à 3 compartiments. Donc ça, la DEXA, c'est le même appareil que l'ostéodensitométrie, mais ce n'est pas le même logiciel. Donc on ne peut pas faire la mesure en même temps. C'est une mesure spécifique, différente de l'ostéodensitométrie, pour mesurer la composition corporelle. Et donc pour tout ça, pour effectivement essayer de définir la variété des phénotypes des patients auxquels on peut avoir affaire, ce qui va vraiment déterminer en fait une partie des propositions qu'on peut faire pour la prise en charge, en rappelant qu'on peut avoir vraiment une infinité de variétés de situations possibles, puisqu'on peut distinguer par exemple des obésités de l'enfance, peut-être génétiques, avec les obésités de l'âge adulte,
Les obésités familiales, ce n'est pas toujours génétique ou isolée. Les obésités génétiques ou plutôt environnementales, sachant quand même que 90% des obésités ne sont pas génétiques, à mon avis. Les obésités androïdes versus gynoïdes, donc c'est partie supérieure versus partie inférieure. Les obésités viscérales versus sous-cutanées, j'en ai parlé. Les obésités sarcopéniques ou à masse maigre élevée. Masse maigre élevée, ça peut se voir chez les anciens sportifs. Donc dans l'article du Lancet, il parle beaucoup de ça, mais pour moi, c'est un épiphénomène. Et puis, il y a une catégorie qu'on appelle obésité métaboliquement saine, qui, à mon avis, n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que si vous attendez 15 ans, ils ne seront pas métaboliquement sains. Et surtout, ça s'oppose à mécaniquement malade, parce que ça, c'est la majorité des obésités, des situations d'obésité auxquelles on peut avoir affaire. Pour terminer, donc effectivement, la définition, ça nous ramène vraiment à ce concept de est-ce que l'obésité est une maladie ? Donc on pourrait dire non, l'obésité n'est pas une maladie, c'est un facteur de risque qui augmente le risque d'autres maladies. Si on la catégorise comme une maladie, ça va limiter le rôle de la responsabilité individuelle des patients dans le développement de cette condition. C'est une condition très hétérogène puisqu'il y a des gens qui ne sont pas malades. On peut appeler ça l'obésité préclinique. Et puis il y a sûrement un risque de surdiagnostic et d'augmentation des coûts. Mais quand même, il y a un intérêt, je pense, à reconnaître l'obésité comme maladie, pour la légitimer sur le plan médical, mais aussi sur le plan social et aussi sur le plan économique, pour améliorer l'accès aux soins, à la prévention et pour réduire la stigmatisation. Et donc, pour finir, c'est ma dernière diapo. Donc, l'association anglaise d'études de l'obésité avait fait un symposium très intéressant il y a quelques années sur le fait les conséquences de définir l'obésité comme une maladie. Et donc, la conclusion, c'était que tout le monde s'accordait pour dire que définir l'obésité comme une maladie, c'était important à la fois pour le système de santé, c'était à la fois important pour l'économie et la société, c'était important pour les politiques de santé qui vont permettre de réduire la stigmatisation et de promouvoir l'équité dans l'accès aux soins. Merci. Merci Jean-Michel, très clair. Beaucoup d'informations. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle ? Donc, la question, c'est est-ce que c'est la même prise en charge pour l'obésité sarcopénique ? Et quid des analogues GLP-1, c'est ça ? Ou des analogues qui peuvent faire perdre plus de masse maigre que prévu ? C'est ça ? C'est une question très importante, mais à laquelle on ne sait pas encore bien répondre. Après, la prise en charge de l'obésité sarcopénique, c'est effectivement de limiter la perte de masse maigre ou d'essayer d'accroître la masse musculaire. Donc ça repose en particulier sur les apports en protéines et sur l'exercice en renforcement musculaire. Donc c'est très important d'avoir les deux composantes parce qu'on ne peut pas faire de muscle si on n'a pas de carburant. Et donc il faut à la fois augmenter les apports en protéines et faire du renforcement musculaire.